j'ai une de mes stagiaires qui avait une leucémie, un cancer et qui m'a dit: «Isabelle, tu sais qu'en fait, tu vas crever avant moi». Et ça m'a fait un déclic. Je trouve que dans la vie, il nous arrive du bon, il nous arrive du pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de transformer le pas bon en bon. Il y a plein de trains qui passent, plein de choses qui arrivent. Il y a des trains qu'on attrape, des trains qu'on n'attrape pas. Il y a du positif, il y a du négatif, mais voilà, toutes ces choses, on peut en faire. En fait, on en fait ce qu'on veut et c'est vraiment à nous de choisir comment on veut les prendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Fabre, amoureuse de sport, de voyage et d'expérience. Après des années à se chercher professionnellement, elle décide de quitter son job d'ingénieur pour se consacrer à 100% à son projet Trail entre elles, qui était à l'origine un simple groupe Facebook. D'ailleurs, elle nous raconte une petite anecdote à mourir de rire sur le moment où elle a eu le déclic de changer de vie. À partir de là, elle enchaîne les projets. Marque de textile, Influence Voyage où elle fait la promotion de territoire par le sport. Elle organise des stages pour Trail entre elles, des stages de kitesurf, et plus récemment, elle a même lancé une formation sur le changement de vie, la méthode Pamplemousse. Dans cet épisode, vous allez également découvrir les étapes de son parcours avec quelques anecdotes croustillantes dignes de films hollywoodiens. La preuve, par l'exemple, que malchance et opportunité sont les deux faces d'une même pièce. Et pour finir, elle nous raconte une petite anecdote sur le jour où elle se retrouvait en plein désert avec des asticots dans les yeux. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Isabelle Fabre. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour Elodie et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? C'est compliqué. C'est compliqué Dire un comme petit question. peu qui On va tu faire très es, ce que simple. tu fais. Ouais, donc je m'appelle Isabelle Fabre, j'ai 37 ans, et je dirais que je suis une, happy, sportive entrepreneuse, couteau suisse plus, plus. Ok, c'est quoi ta définition pardon, du couteau suisse? Je suis un peu une touche à tout, que ça soit, dans mes sports, genre mon garage, c'est Décathlon, quoi, Ok. et ou que ce soit dans le pro. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui adore apprendre et qui adore me renouveler sans cesse et je trouve vraiment mon bonheur là-dedans, quoi. Dans: «Ouais, je vais faire un nouveau truc, ouais, je progresse», ouais, je suis un peu addict au progrès, je crois. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu c'est quoi toi ton histoire avec le sport et comment tu t'es pris de passion pour le trail, les sports d'endurance en particulier? OK. Alors, moi, à la base, j'habitais Nancy. Je sais pas si tu vois, c'est, en haut à droite, là Si. là où c'est gris. Du coup, les sports outdoor, c'était pas trop mon truc. Je savais même pas qu'on pouvait vivre dehors. Donc je faisais plus, de la gymnastique et du judo, mais beaucoup. J'étais à haut niveau dans les 2 et aussi beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Je faisais aussi de la compète dans les jeux vidéo, donc rien à voir. Et après, je suis arrivée sur la Côte d'Azur quand j'avais 23 ans pour un boulot. J'étais ingénieure, voilà, je suis arrivée là, un peu par hasard. Et là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire des trucs dehors, quoi. C'était la révélation. Je me suis dit: «Ouais, une vie existe à l'extérieur», et là, j'ai commencé vraiment à faire tout, quoi. Je me suis mis au trail, au VTT, à la course d'orientation, au raid multisport, à la planche à voile, j'ai commencé à parce que déjà pour moi, c'était peut-être provisoire, je suis arrivée pour, mon stage de fin d'études, donc je pensais pas rester et voilà, je me suis dit: «Vite, vite, faut que je fasse tout, parce que ça se trouve, je vais pas pouvoir rester dans ce coin qui est incroyable», et c'est là, du coup, que, voilà, je suis un peu, tombée amoureuse du trail. OK. Comment ta pratique a évolué au fil du temps? Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans cette pratique du trail, justement? Alors moi, j'ai commencé le trail vraiment au tout début du trail. Genre on était sur les courses, on était 2, 3, 4 filles max, donc c'était cool parce que je faisais toujours des podiums et je ramenais plein de pots de miel et plein de bouteilles de vin chez moi, chose qui n'arrive plus. Mais du coup, ouais, ce petit côté compète, entre filles était cool parce que vraiment on jouait la gagne à chaque course, et puis comme on était peu de femmes, on était aussi, très chouchoutées par, ces messieurs. C'était vraiment une ambiance, différente, et puis les courses, il y avait personne en fait. C'est vraiment les courses de village où ils galéraient à remplir. Des fois, on était 20, genre c'était vraiment complètement différent. OK. Et ouais, moi, c'est vraiment cette ambiance qui m'a plu, et puis aussi le fait de courir sans se prendre la tête, quoi. Pas besoin de réfléchir à grand chose, au tracé, au machin, juste, tu te suis, tu te lances et tu vois des paysages incroyables. OK. Et aujourd'hui, ça occupe un petit peu quelle place dans ta vie, finalement? C'est moi, j'ai vraiment besoin de courir pour, être productive dans mon travail. Je me rends compte que je trouve mes meilleures idées de business quand je cours, et c'est pour moi, c'est vraiment le moyen de faire, je pense que c'est une sorte de méditation, en fait, pour moi. C'est le moyen de faire, évader mon esprit, et ouais, j'en ai besoin, c'est vital, quoi.
OK. Est-ce qu'il y a des enseignements en particulier justement que tu tires de ta pratique du trail et qui te servent, au quotidien dans ta vie de tous les jours, dans tes business justement? Ouais, je dirais que le principal, c'est que quand il y a un coup de pas bien, bah, ça va toujours aller mieux. Et vraiment, hein. Et enfin, je pense qu'on l'a tous vécu en course où on n'arrive plus à avancer, vraiment ça veut plus et toujours ça revient. Et je pense qu'on peut l'appliquer un petit peu dans tout dans sa vie et se dire que ouais, OK, on a des coups de mou, c'est normal, il y en aura toujours. Mais, on est toujours capable de rebondir et on a tous des forces, insoupçonnées. OK. Comme je te disais en off, c'est Johanna Jacuzzi qui m'a parlé de toi, et tu as l'air d'avoir eu un rôle, assez important dans sa découverte du trail à elle, notamment via le groupe Facebook à l'époque de Trail entre elles. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur comment tu en es venue à créer ce groupe et pourquoi? Ouais, alors ça date, hein. C'était en 2014, et c'était, bah, vraiment le début du trail et je me posais plein de questions en tant que femme. Genre, bah, comment gérer, mes règles sur un trail long, enfin, quel soutif prendre pour pas être irritée? Enfin, j'avais plein de questions et comme on était, comme je te dis, très, très peu de femmes sur les courses, je me suis dit: «Bah, tiens, ça serait bien de créer un petit espace, de discussion privilégié entre femmes où on peut, vraiment aborder plein de sujets assez sensibles comme, l'incontinence et cetera et voilà, être un peu, tranquille entre nous et en fait, grosse surprise, le groupe a pris énormément et rapidement, je me suis retrouvée avec plus de 10 000 personnes et il y a une vraie communauté, qui s'est créée. C'est, je pense, un truc un peu spécifique aux femmes. Des fois, on arrive à créer quelque chose de très beau à s'unir et là, les filles ont un peu littéralement changé ma vie parce qu'elles m'ont demandé, de mettre au point un moyen de reconnaissance. Donc, moi, au début, j'étais bah, on a qu'à acheter un tutu chez Claire's, enfin, tu vois? Je cherchais un truc pas trop compliqué. Elles m'ont dit: «Non, non, on veut un tour de cou», et du coup, j'ai fait: «OK». Donc j'ai commencé à créer des designs, à trouver des personnes pour m'aider, à démarcher les usines, à faire mes tours de cou et puis après, elles m'ont dit: «Trop bien, mais maintenant on veut un t-shirt, maintenant on veut ça» et en fait, elles m'ont plus ou moins fait créer, une marque textile pour pouvoir se reconnaître, dans la vraie vie, pour pouvoir passer vraiment du virtuel au réel. OK, et Parce que sur cette ce boîte dans groupe, le comme texte. tout le monde discutait, bah, ouais, il y avait vraiment des belles choses qui se créaient et les filles avaient vraiment envie de se voir en vrai et du coup, j'ai aussi commencé, ouais, à créer des petits rassemblements, pour que, bah, voilà, pour vraiment se donner des occasions de se rencontrer et c'est, bah, comme ça que j'ai rencontré Johanna qui ensuite a été ambassadrice dans le groupe et m'a beaucoup aidée. OK, et du coup, tu as vraiment créé une boîte dans le textile, suite à ça? Ouais, alors, si je fais l'histoire un peu dans le désordre, donc je suis arrivée sur la Côte d'Azur. Comme je t'ai dit, j'ai découvert le sport. J'étais ingénieure et en fait, je m'ennuyais vraiment beaucoup dans mon boulot. Donc au début, je me suis dit: «Trop bien, comme mon boulot, il m'ennuie et ben, je vais me mettre à fond dans le sport». Donc je courais 20 kilomètres à la pause midi, j'allais au boulot en vélo, je faisais beaucoup de raids multisports sur plusieurs jours non-stop. Enfin, tu vois, j'étais vraiment une machine de guerre. Et un jour, j'ai vu un peu les limites de ce modèle. Je me suis dit: «OK, c'est cool, je cours, je fais plein de trucs, mais j'ai un peu le sentiment de passer à côté de ma vie» et en fait, j'ai eu un déclic, je me suis un jour endormie, en réunion au travail et on était que 2. Tu vois le truc? C'était un peu violent. OK. Je m'en rappellerai toujours, elle s'appelait je me rappelle toujours de son prénom et ouais, elle m'a dit elle a remarqué, hein, elle m'a dit: «Tu dors?» Je fais: J'imagine. «Non», et là, bah, j'avais à l'époque 28 ans, je me dis: «C'est pas possible, je suis en train de passer à côté de ma vie» et j'ai tout plaqué et je suis partie en Australie, chercher un petit peu un but à ma vie et c'est là-bas que j'ai monté Trail entre elles, à distance. OK. Et du coup, ben, finalement, je savais pas trop quoi faire en Australie, je savais pas quoi faire de ma vie et ce groupe, bah, déjà m'avait fait un bien fou parce que, il m'a donné un but quelque part parce que bon, quand tu sais pas quoi faire, quand il y a rien qui te plaît, bah, voilà, ça m'a vraiment prouvé que j'étais capable de faire quelque chose et puis cette marque textile, qu'au début j'ai créée avec une association, au final, quand elle a pris de l'ampleur, c'est devenu ma boîte et c'est ça qui m'a lancée finalement dans l'entrepreneuriat. Donc OK. voilà, dans un sens, ce groupe, il a changé ma vie alors que vraiment je pensais pas du tout entreprendre et c'est quelque chose que je regardais pas du tout, c'est quelque chose qui me faisait peur, mais c'est vraiment les filles en fait qui m'ont poussée à créer un truc et à la fin je tenais plus les commandes, c'était une usine à gaz et il fallait vraiment que j'en fasse mon boulot parce que c'était juste plus viable, quoi. OK. Tu penses que tu avais pas forcément ça dans les gènes, que s enfin, ça c'est venu un petit peu à toi, tu aurais pas entrepris, Non, je pense de pas. Moi, je suis dans une famille, très classique. Ils entreprennent pas vraiment, ils voyagent pas vraiment, ils bougent pas vraiment. Donc et puis, ouais, je voyais ça comme quelque chose de réservé à une élite, en fait. Et moi, j'étais celle, en fait, quand j'étais ingénieure, comme ça me plaisait pas,
Tu vois, j'étais pas très bonne, j'étais celle qui avait jamais d'idée et du coup, dans ma tête, pour entreprendre, il fallait avoir une super idée et moi, j'étais celle qui avait jamais d'idée donc c'était juste pas pour moi, quoi. OK, c'est Et en marrant. fait, c'est marrant parce que les idées sont venues à moi. Il y en a plein d'autres qui sont venus à moi comme ça. Je t'en raconte une deuxième qui est un peu rigolote. C'est, bah, toujours en Australie. En fait, je me suis mis au kitesurf là-bas et je me suis fait attaquer par un requin et ça a OK. été ça a été filmé et ça fait un énorme buzz et du coup, toutes les chaînes de télé sont venues m'interviewer et quand je suis rentrée en France, pareil, il y a une chaîne de télé qui m'a interviewée et qui m'a dit: «Attends, on te garde, tu es marrante» et je suis devenue chroniqueuse sur une chaîne de télé. OK, mais tu t'avais fait attaquer, c'est-à-dire? Ça s'est passé comment? En fait, non, il m'a pas vraiment mordu parce qu'il faisait 6 mètres, mais en gros, il est arrivé du fond, il m'a chargé, puis il m'a suivi et à l'époque, c'était comme il y a 8 ans, il y avait pas d'images comme ça, c'était hyper rare, c'était les premières et du coup, voilà, ça a vraiment buzzé très fort. En plus, l'Australie, c'est un pays qui aime bien ce genre de vidéos et voilà, donc tu vois, il y a un peu tout qui arrive en même temps et qui m'a finalement poussée dans l'entrepreneuriat. C'est cette télé qui voulait que je devienne chroniqueuse pour eux, les filles qui voulaient que je crée une marque, et voilà, ça s'est fait un peu naturellement alors que vraiment, tu vois, je cherchais encore un boulot d'ingénieur, je savais pas trop quoi faire, même je venais de refuser un poste d'ingénieur parce qu'il y avait pas de douche, j'en étais là. J'avais trouvé un OK. poste et au dernier moment, au moment de signer, ils m'ont dit: «Bah», je leur ai dit: «Est-ce qu'il y a des douches chez vous?» Ils m'ont dit: «Bah, non» et je me suis dit: «Mince, plus de sport, plus de trail, sur la pause midi et comment je vais faire?» et j'ai refusé le poste, pour ça, quoi. OK, du coup, donc tu crées le groupe, les choses commencent à prendre de l'ampleur. À quel moment est-ce que tu envisages l'idée de peut-être en vivre? Est-ce que tu as des idées justement bah, pour le monétiser davantage? Parce que j'imagine qu'une marque de textile, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident. J'imagine que ça prend un petit peu de temps. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, un petit peu comment Ouais les choses évoluent? et ben, ça a été assez vite, 10 mois après le lancement de la marque, textile, je me suis mis à mon compte. Parce que finalement, il y avait aussi les stages que j'organisais, bah, il y avait la marque, qui se vendait bien parce que finalement les gens l'achètent pas parce qu'ils trouvent ça beau, enfin j'espère qu'elles trouvent ça beau, mais elles achètent ça quand même pour trouver des copines. La base, c'est que c'est un moyen de reconnaissance et c'est un moyen de passer vraiment de Facebook à la réalité, quoi et mais moi j'adore, hein, parce que des fois, pour le boulot, on fait faire des trails à droite à gauche et en fait, j'y vais, je dans des régions où je connais personne, mais je porte ma la marque Trail entre elles et avec ça, bah, je trouve des copines et des gens qui vont m'encourager et je sais que je suis jamais seule et c'est hyper sympa, en fait. Donc ouais, non, ça la marque a vraiment pris très fort et puis comme je t'ai dit, tout s'est enchaîné en parallèle. J'ai commencé à devenir photographe, vidéaste, pilote drone, influenceuse voyage, à bosser dans une émission télé et vraiment tout naturellement s'est mis en place en même temps. Et du OK, coup, ça, plus ça, plus ça a fait que j'ai réussi à en vivre, même plus que bien, bien mieux que quand j'étais ingénieure. OK. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que le projet a évolué comment? Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui et qu'est-ce que tu Ouais, proposes, à travers ça? il existe toujours aujourd'hui. Là, on part, d'ailleurs en Suède, avec les filles dans une semaine. On fait un OK. stage, en Suède en itinérance, de refuge en refuge avec un guide local, donc trop hâte et moi, en plus, je viens avec, l'appareil photo pour leur faire des souvenirs canons, donc vraiment trop, trop hâte. Après, trail entre elles, je dirais que pour moi, c'est aussi l'assurance que où que j'aille en France, je vais toujours trouver une fille qui va m'accueillir, bras ouverts. J'ai rencontré tellement de gens hyper bienveillants, hyper généreux que, en fait, c'est trop bien, quoi. Et même tout le temps, j'organise des rassemblements. Quand je suis en déplacement, je dis aux filles: «Bah, venez courir, je suis là» et ouais, c'est vraiment quelque chose d'hyper bienveillant et je pensais pas réussir à créer ça, sur les réseaux en partant de Mmh. rien parce que on voit aussi beaucoup d'horreurs sur les réseaux et là, vraiment, c'est un espace qui est, ouais, hyper positif. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ces stages-là? Comment tu les organises? C'est quoi un petit peu tes 1ers souvenirs d'ailleurs de ces stages? Heu, bah, alors mon premier stage, en fait, il a pas très bien commencé. Le premier stage que j'ai organisé, j'ai eu, 60 filles d'un coup, je me suis fait déborder et en plus, je savais pas qu'il fallait passer par des accompagnateurs moyenne montagne. Je m'étais fait un peu embrigader par un mec qui était, coach sportif et du coup, genre 2 semaines avant le stage, j'ai des accompagnateurs moyenne montagne qui m'ont contacté et qui m'ont dit: «Si tu fais ce stage, on te dénonce et la police va venir et ça va mal se passer». Donc voilà, concrètement, le premier stage, je l'ai annulé parce que ça allait très mal se passer et donc du coup, après, je suis passée par des accompagnateurs moyenne montagne pour, du coup, garantir l'encadrement des filles
et j'ai commencé à en créer, 3 à 4 par an, à chaque fois dans des endroits différents de la France et avec des groupes plus ou moins grands. Des fois, on est juste 15, des fois on est 40, voilà, ça dépend un peu de l'humeur, des envies. On se rassemble aussi chaque année au Maroc sur une course en itinérance, OK. qui est une course, que j'aime bien parce qu'elle est assez accessible. C'est des étapes de 20 entre 20 et 25 kilomètres par jour et ce qui est trop bien, c'est qu'on dort en tente et du coup, dans des endroits où personne n'a été, enfin, dans les endroits les plus perdus du Maroc où les gamins, ils courent avec toi. Enfin, c'est à chaque fois, des moments riches en émotions et voilà, avec les filles, à chaque fois, on fait le déplacement. Des fois, on est même 50 à y aller, quoi. C'est la moitié de la course, c'est des filles qui traînent entre elles, c'est drôle. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se font comme ça régulièrement. Là, cet été, on va se retrouver aussi à Val Thorens sur, des courses et puis j'ai une équipe aussi d'ambassadrices qui est force de proposition, qui m'aide un petit peu parce que, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 5, 6 activités différentes et voilà, je suis aussi un petit peu débordée par la chose. Pour être OK. honnête avec toi, j'aimerais même revendre la marque textile, parce que justement, je manque de temps pour, créer des nouveaux articles et c'est dommage, quoi. OK. Qu'est-ce qui est un petit peu le je dirais le plus difficile au final dans cette aventure? Alors moi, j'ai toujours évolué dans un monde masculin et j'avais très peur des femmes, mais vraiment très peur, parce que j'ai fait une école de mécanique, tu vois? On était genre 3 filles sur 110 et je me suis toujours demandé: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Je suis quelqu'un qui est genre pas très à l'aise avec les femmes et ouais, au début, j'étais morte de trouille, quoi. Le premier rassemblement, j'étais morte de trouille. Je me disais: «Mais je vais jamais y arriver» et finalement maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Bizarrement, ça a inversé ma tendance. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais 20-24 ans, non 28 ans, j'avais 28 ans, j'avais tellement peur, enfin les femmes, ça me semblait un truc compliqué, qui allait faire des histoires et je voyais vraiment que le côté compliqué et pas le côté communautaire. Parce que je pense que peut-être les femmes, on est un peu extrêmes dans les 2 sens finalement. On veut plus fort dans tous les sens et c'est vrai que je voyais que ce côté compliqué et il me faisait très, très peur. OK. Est-ce que tu peux développer justement un petit peu en quoi tu trouvais que c'était difficile à ce niveau-là? Est-ce qu'il y avait Heu, cette peut-être un peu rivalité aussi qui pouvait ouais, rentrer en compte? j'avais j'avais très peur des rivalités, de les décevoir, de pas être à la hauteur. C'est vrai que quand on est femme dans un groupe d'hommes, c'est facile, on a juste à faire de son mieux, à essayer de les suivre et puis on est un peu la petite chouchoute là, un groupe de femmes, je me suis dit: «Ouais, il y a des égos forts, il y a des caractères forts, moi je suis rien», enfin, c'est et puis, ouais, je sais pas, j'ai tellement toujours évolué dans des milieux masculins, même, dans mes sports, tu vois, dans les jeux vidéo, pareil, j'étais la seule fille, que ouais, ça me fait et puis je suis pas du tout, je suis pas très féminine, tu vois? Je me maquille pas, je suis nulle en mode, c'est pas du tout mon truc, donc ouais, ça me faisait vraiment peur. OK. Et au final, à quel moment est-ce que tu as réalisé, à quel enfin le l'ampleur de l'impact que tu pouvais avoir? Et comment enfin, à quel moment tu en as tiré de la satisfaction au final de ça? Assez rapidement. Franchement, il y a Ouais, beaucoup de filles qui m'ont dit que j'avais changé leur vie, que grâce à moi, elles avaient trouvé des super copines, que grâce à moi, elles avaient retrouvé l'envie de faire du sport, on a aussi, chaque année, on élit, la Miss, Trail entre elles. OK. Et et ce qui est marrant, c'est que c'est pas la fille la plus forte, c'est pas la fille qui court la plus vite, c'est celle qui inspire le plus et des fois, c'est des femmes qui sont un peu en surpoids, mais par contre, on voit qu'elles se dépassent, qu'elles donnent tout, et voilà, il y en a plein comme ça qui m'ont dit: «Ouais, j'aurais jamais pu faire tout ça sans le groupe» et ça m'a porté, oui, on a eu aussi des femmes qui ont partagé un petit peu leur cancer, enfin et qui ont trouvé finalement l'énergie dans ce groupe donc non, il y a des belles histoires, il y en a plein. Il y en a vraiment plein et ouais, je suis vraiment hyper contente, de ce que j'ai pu créer et après je me dis: «C'est pas vraiment moi qui l'ai créé finalement, c'est les filles qui l'ont entretenu et moi je suis juste l'initiatrice» mais voilà, je trouve, enfin je suis fière de mes filles surtout. D'ailleurs, j'ai une OK. petite histoire aussi, ce groupe a failli ne jamais exister parce que, quand j'ai créé Trail entre elles, j'ai déposé la marque à l'INPI et v'là-t-il pas que Elle Magazine, tac, a contesté ma marque. Donc imagine, OK. j'étais sans boulot, je pensais pas du tout me lancer dans l'entrepreneuriat, ça me faisait peur et là, bim, tu reçois, une liasse, par la poste énorme qui te dit qu'en fait, ta marque, faut que tu la lâches ou alors, faut que tu payes un avocat pour la défendre. Donc, je savais pas quoi faire. Puis finalement, j'ai mis 1 500 € sur la table, j'ai pris un avocat et j'ai défendu, mon nom de marque et voilà, on a gagné et j'ai pu garder, le nom de Trail entre elles. Mais ouais, c'est vrai que c'était un coup dur parce que tu as encore rien créé, tu as pas gagné 1 € et tu dois débourser sur un truc où
C'est même enfin, tu vois, je comptais pas du tout en faire mon boulot, quoi. C'était vraiment un loisir et c'était un pari hyper risqué que j'ai pris à l'époque. Surtout, j'avais plus de sous, quoi. J'avais tout quitté, j'avais plus d'argent. Ouais, c'était déjà un projet qui te tenait à cœur du coup, pour que tu aies envie de te battre, Ouais, après, je pense que je suis teigneuse de base. Non, puis par les réseaux, en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Peut-être qu'au début, je pensais pas me battre, mais aussi les filles m'ont motivée, puis elles ont relayé, puis ouais, ça fait un peu boule de neige et puis il y a même des journaux qui m'ont interviewée et puis je me suis retrouvée un peu pris dans le truc et je me suis dit: «OK, bah, là, je suis obligée de me défendre». OK. Et finalement, comment est-ce que tu vois un petit peu évoluer, ce projet dans les années à venir? Jusqu'où est-ce que tu aimerais, l'étendre? Alors là alors là, je je sais pas du tout. Je t'avoue que déjà là, je pense ce groupe, il va beaucoup m'aider parce que j'ai un projet moi d'avoir un bébé et je me dis, bah, toutes ces OK. femmes qui sont mamans, qui ont vécu une grossesse, enfin, je sais qu'elles vont vraiment m'aider et me donner plein de conseils donc là, je pense que je vais un petit peu me reposer sur le groupe et sur les filles, cette année à venir. Après, là, je t'avoue que malheureusement, aujourd'hui, je suis débordée par toutes mes casquettes, parce que je suis aussi, j'organise des voyages organisés dans le kite, j'ai lancé une formation sur le changement de vie, bah, j'ai la marque textile Le Trail, je suis influenceuse voyage, je suis vidéaste, photographe, pilote drone et tu vois, je me suis fait un petit peu dépasser par tout ce que j'ai créé et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus, autant de temps qu'avant pour m'en occuper et le groupe finalement, s'entretient un petit peu, tout seul grâce aux ambassadrices et grâce aux filles, mais j'arrive pas à trouver une nouvelle orientation future. Enfin, je pense que j'aimerais vraiment réussir à déléguer, ce qui est pas mon fort. C'est dur de déléguer, hein. Je sais pas si tu y arrives ça, mais moi, c'est galère. Mais ouais, j'aimerais vraiment le déléguer à quelqu'un qui aurait plus de temps pour le développer parce qu'il y a 10 000 choses à faire. Il y aurait tellement de enfin, bah, tous mes stages, tous mes rassemblements, ils sont toujours complets. J'ai plein d'idées, mais ouais, je manque de temps. OK. C'est quoi qui est difficile pour toi dans la délégation justement? Pardon. Alors déjà, c'est que je suis quelqu'un de pas très organisé, donc si je veux pouvoir expliquer à quelqu'un, je suis forcément obligée d'organiser un peu mon travail pour qu'il puisse faire quelque chose. Après, je pense que je suis un petit peu une solitaire. C'est mine de rien, bah, je pense que les gens qui aiment le trail doivent être un peu solitaires dans un sens parce que voilà, on aime tous, s'évader dans nos pensées à un moment donné et puis, c'est c'est aussi déléguer, c'est accepter que ça soit pas fait comme tu aurais aimé le faire toi. Ça sera fait différemment, pas forcément moins bien, mais différemment. Et ça, c'est dur, quoi. Hyper dur. Mais bon, faut que j'apprenne parce que j'ai déjà fait un burn-out il y a 2 ans, donc j'essaie de me préserver Tu un peu déjà maintenant. fait un Un burn-out? burn-out, ouais, ouais, j'ai explosé complet. OK. Est-ce que tu veux en parler un petit peu Ouais, ou, carrément, tu préfères bah, OK. très simple. Trop de boulot, genre en 4 mois, j'ai fait 3 nuits chez moi. Vraiment, j'étais tout le temps à droite, à gauche. Je me réveillais le matin, j'avais une angoisse parce que je savais plus où j'étais. J'étais débordée par, mon boulot d'influenceuse voyage et en gros, j'étais toujours à droite, à gauche, quand je rentrais chez moi, c'était juste quelques heures, le temps de prendre une valise, enfin et même des fois, mes valises étaient préfaites parce que je savais que j'avais genre 10 minutes chez moi entre 2 missions, ou alors je rentrais même plus chez moi et un jour, c'était sur un de mes stages, de kitesurf, j'ai une de mes stagiaires qui avait une leucémie, un cancer et qui m'a dit: «Isabelle, tu sais qu'en fait, tu vas crever avant moi». Et ça m'a fait un déclic, mais vraiment quoi, elle m'a dit ça et je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, en fait, là, je sens que je suis à bout et je veux plus, quoi». Enfin, j'étais en mode survie, depuis longtemps et je me disais: «Allez, courage, l'été, c'est la saison basse, je vais pouvoir souffler, l'été» et en fait, j'ai explosé, quoi. J'ai vraiment explosé, j'ai arrêté de bosser. J'étais en couple, depuis 9 ans, je me suis séparée alors qu'on est d'acheter une maison il y a 2 mois, que j'avais arrêté la pilule, qu'on était partis en voyage à Tahiti ensemble et on s'est séparés là-bas. Enfin, vraiment toute ma vie a explosé, parce que je pense que je m'étais tellement réfugiée dans le boulot aussi pour, me cacher, me voiler des choses et là quand le boulot, bah, j'ai relâché, vraiment tout a pété, quoi et il m'a OK. fallu franchement bien un an et demi pour retrouver l'envie de bosser. OK. Mais Bah, alors que merci de j'ai partager divisé ça. par 3 mon boulot, hein. Depuis, j'ai divisé par 3. J'ai dit: OK. «Je bosse 3 fois moins». C'est énorme, hein, 3 fois moins en vrai. OK. Mais en fait, ma vie, c'était que ça. Je faisais que bosser, du matin au soir. Je faisais du sport et je bossais. Mais c'est tout. J'avais plus le loisir, quoi. Je regardais pas de télé, je lisais pas de livres, je voyais pas d'amis. C'était, bosser ou dormir ou faire du sport. OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as un petit peu des garde-fous justement pour pas que ça se reproduise? Ouais, alors déjà, j'ai retrouvé, un nouveau compagnon qui lui a un rythme, plus classique dans le sens où,
il travaille en semaine, il a ses week-ends. Donc du coup, ça, mine de rien, ça m'oblige à ne plus bosser les week-ends ou à moins bosser les week-ends. Parce qu'avant, moi, j'avais aucune différence dans ma tête entre semaine et week-end. Vraiment, j'avais aucune notion de week-end. C'était limite les week-ends, c'était mieux pour bosser parce que les mails arrivaient moins vite. On me répondait moins vite de l'autre côté. D'ailleurs, ça me fait penser là sur mon téléphone, c'est la panique. Tu vois, j'ai encore les traces de mon burn-out où j'ai 28 000 mails non lus, 439 messages sur mon répondeur non écoutés, que bah, j'ai laissé comme ça, mais j'avais vraiment cette sensation que j'arriverais pas à tout faire dans les temps et que j'arriverais pas à être. Ouais, que voilà, j'étais débordée par tout ça, quoi. OK. Et du coup, si Du j'ai coup, dérivé la question, c'était quoi déjà? c'était, est-ce qu'aujourd'hui tu as des garde-fous Ah un petit oui, peu ouais, justement c'est pour ça. pas ouais, Ah pour ouais, pas que du ça coup, soit trop dur? voilà, mon copain qui a un rythme, plus cool et après j'ai appris lâcher prise, hein. Vraiment, maintenant ça me glisse, je sais que en fait, comme, j'ai vu une fois, j'ai disparu finalement, le monde, tourne toujours alors que j'étais plus là et que j'ai complètement pété. Donc, voilà, je m'autorise à être un petit peu plus absente et à me dire que, voilà, si je réponds pas tout de suite, c'est pas grave. Alors qu'avant, j'avais très, ça me tenait vraiment à cœur d'être, hyper réactive, de jamais, puis les gens en plus t'entraînent là-dedans parce qu'ils te remercient. Merci pour ta réactivité, merci de répondre à week-end, merci de répondre à jour férié. Donc tu dis ouais c'est cool, faut que je continue à faire ça et t'entretiens ça en fait. Et voilà. Donc j'ai vraiment, enfin avant je pouvais bosser mais j'ai plein de photos de moi où je suis en train de bosser dans l'herbe, où je suis en train de bosser par terre dans des aéroports. Enfin je bossais tout le temps quoi. Dès qu'il y avait rien à faire, je bossais. OK, c'est que tu avais l'impression de perdre ton temps justement si tu faisais autre chose que Ouais, alors moi j'ai un problème avec ça, hein. Perdre son temps, ça m'a toujours rendue folle. J'ai toujours dit à mes parents, je veux jamais remettre à plus tard parce que plus tard, sera trop tard. Déjà quand quand j'étais jeune, j'étais persuadée que la vie était finie à 20 ans, hein, donc ils sont bien foutus de ma gueule quand j'ai eu 20 ans, hein, que j'aurais dit: «Ah en fait, c'est pas fini». Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à remettre à plus tard. Je comprends pas le concept. En fait, j'ai pas envie, je me dis: «Si je peux le faire maintenant, pourquoi mettre plus tard, quoi?» mais je comprends, je suis exactement pareil. C'est dur, Hem, hein? Mais bon, oui, là, ouais, je me suis trouvé je te un mec confirme. qui m'apaise pas mal, donc ça m'aide aussi. Lui, il est plus OK, tranquille et je pense que c'est le bon. Je l'excite et lui, il m'apaise et c'est pas mal en fait, c'est un bon binôme. OK. Donc tu nous as dit que tu avais quand même encore, aujourd'hui, plusieurs casquettes. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu organises ton temps autour de tout ça? Heu, alors j'organise pas vraiment. J'ai vraiment des phases où, tu vois, là, par exemple, printemps, bah, c'est l'influence voyage qui prend le dessus parce que les offices de tourisme, c'est mes principaux clients. En gros, mes clients, c'est les offices de tourisme et je fais la promotion d'un territoire par le sport. Donc je leur vends des images OK. et de la publicité ciblée parce que je poste sur Instagram et ça sera vu par, des gens et cetera. Donc voilà, le printemps, bah, les offices de tourisme, ils préparent l'été. Donc ouais, c'est plus la période, de l'influence voyage. Après, j'ai mes stages, bah, Trail Trail que je mets 3 fois l'an. J'ai mes stages de kite, pareil, que je mets 4 fois l'an, que j'essaie de mettre du coup dans mes saisons un peu plus creuses, boulot. J'ai la marque textile que voilà, je m'en occupe un peu tout le temps. Et ah oui, j'ai lancé une formation sur le changement de vie, comme, voilà, j'en ai vécu un, que j'avais fait un bilan de compétences aussi et donc ça s'appelle la méthode Pamplemousse et ça, je l'ai lancé en janvier. Comme quoi, tu vois, quand OK. je pense sans ce burn-out, j'aurais jamais lancé ça, en fait. Des fois, quand dans la vie, quand on freine, il y a des choses qui se passent et bah, je te raconterai après. Mais bref, j'ai cette formation sur le changement de vie qui s'appelle la méthode Pamplemousse que j'ai lancée en janvier et bah, qui me prend maintenant peut-être, la moitié de mon temps et j'adore ce nouveau projet parce que, bah, il m'a poussé encore à me réinventer et puis, j'ai vraiment l'impression de ouais, d'aider les gens, de faire du bien autour de moi et puis ça me replonge aussi dans cette époque où voilà, j'étais ingénieure, que j'étais perdue, que j'étais celle qui avait pas d'idée, que j'étais hyper mal dans ma peau et justement de pouvoir partager ça et pouvoir donner quelques outils, quelques clés, à mes coachés, bah, c'est un nouvel élan. OK. Donc, Je en gros, suis curieuse d'en ouais, cette savoir plus. formation ouais, en 2 mots, hyper rapidement. Il y a 2 choses qui, je dirais, qui sont hyper différentes des formations classiques. Déjà, c'est que, bah, par rapport à un bilan de compétences, j'ai repris ce que j'aimais dans le bilan de compétences, mais j'ai jarté, tu vois, moi, faire, des gommettes et du coloriage, ça me gonfle. Donc, OK. Est-ce que tu peux développer peut-être qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences ouais, un pour, bilan de ceux qui compétences, ne savent pas? alors c'est souvent quelque chose qui peut être financé par, ton fonds de formation ou, par Pôle emploi, qui permet du coup d'entamer un peu une réflexion sur toi pour trouver, des pistes de reconversion professionnelle. Il y a des trucs qui sont très bien dedans, mais, en fait pour être financé, le bilan de compétences, il doit rentrer dans des cases et il y a des cases qui servent un peu à rien, je trouve.
Et en fait, ça a commencé, j'ai travaillé avec une amie qui est coach et psy et qui propose des bilans de compétences et en fait, elle m'a dit: «Il y a 90 des gens à l'issue d'un bilan de compétences, ils changent pas de boulot». Donc on a essayé de regarder ensemble pourquoi et quelles étaient finalement les limitations du bilan de compétences. Voilà et du coup, OK, c'est là qu'on a créé ensemble, la méthode Pamplemousse qui est voilà, une formation un petit peu différente. Les grosses différences, bah, c'est, il y a des coachings de groupe. Moi, je sais que quand j'ai changé de vie, je me sentais très seule. J'avais beau, parler au psy qui m'a fait faire un bilan de compétences de mes problématiques, je me sentais pas forcément écoutée, ni entendue et donc là, les gens, ils se rendent compte que, voilà, ils ont des problématiques communes et puis il y a vraiment un élan hyper, positif, hyper bienveillant qui fait que, voilà, tout le monde, se soutient, tout le monde se donne des petits tips et tout le monde avance ensemble. Et l'autre, innovation, c'est que j'ai intégré l'intelligence artificielle à ma formation. C'est-à-dire que OK. enfin moi, un de mes plus gros problèmes, c'était, bah, déjà je croyais pas en moi, mais surtout j'avais pas d'idée. Vraiment et ce pas d'idée, ça me bloquait. Je me dis: «Il me faut une bonne idée pour partir» et en gros, si je résume la formation, les gens, ils vont d'abord faire plein de tests psy pour trouver leurs forces et être convaincus par leurs forces, vraiment savoir: «Ouais, moi, mes forces, c'est le courage, c'est la gentillesse», enfin, vraiment, ils savent ce qu'ils sont, ils en sont convaincus et ils ressortent, hyper forts et ensuite, ils font, tout un travail de réflexion sur, bah, ce qu'ils ont aimé dans leurs expériences pro, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus et cetera et en fait, ils mettent ensuite une vingtaine de paramètres dans l'intelligence artificielle, dans ChatGPT et avec tous ces paramètres, l'IA, l'intelligence artificielle, va leur donner des idées de métiers qui leur correspondent et comme paramètres, ils peuvent mettre: «Moi, je veux pas faire d'études» ou «Moi, je suis OK pour faire 1 an d'études max». Voilà, il y a vraiment une vingtaine de petites, de petits paramètres à remplir et ça leur donne vraiment, voilà, des idées qui correspondent à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent, à leurs talents, à leurs forces, et ça marche plutôt bien. OK, c'est intéressant. Mmh. Pourquoi c'est important pour toi justement d'essayer de transformer, la vie de ces personnes-là qui ont un petit peu de mal à se trouver? Bah, parce que, vraiment moi je l'ai vécu, tu vois? J'étais coincée dans un boulot, je me disais: «Ça fait 6 ans que je suis là-dedans, je suis pas hyper épanouie, mais je suis pas malheureuse pour autant, alors peut-être la vie c'est ça» et puis en plus quand ça fait longtemps que tu es dans un boulot qui te convient pas et moi j'utilisais pas trop mon cerveau, bah, je me disais: «Mince mon cerveau il marche plus, je suis plus capable de faire autre chose, ça me paraît trop compliqué, c'est trop lourd» et en fait j'aurais pu rester dans cette vie et j'aurais été hyper malheureuse et maintenant que je suis à mon compte, mais je suis tellement 100 fois plus épanouie. Je me dis: «C'est génial tout ce que je peux faire, j'apprends tous les jours, je gagne bien mieux ma vie, je fais quelque chose qui a du sens, je voyage beaucoup plus aussi». Enfin, ma vie a vraiment changé. Je me dis: «C'est tellement dommage de rester coincé dans une vie qui nous plaît pas, alors qu'en fait, c'est possible» et en France, il y a tellement de choses qui existent. Bah, ça aussi, j'accompagne des gens sur, toutes les aides. Il y a vraiment énormément de choses qui existent, pour se lancer en douceur. Que ce soit des aides financières, des accompagnements gratuits. Tu as un truc qui s'appelle la BGE qui est génial où c'est, tu as une conseillère pendant 3 ans qui t'aide à créer ta boîte, qui te fait bénéficier d'un réseau, d'un mentorat et c'est gratuit et en fait, quand on le sait pas, bah, ça nous paraît compliqué. On se dit: «Bah, non, je veux pas tout plaquer, pour créer une boîte, si ça marche pas», et en fait, non. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais eu l'impression de m'être mise en danger. Pourtant, je te jure, j'étais hyper peureuse et tout le long, vraiment, on m'a tenue par la main, quoi et ça s'est fait hyper naturellement et j'ai eu peur financièrement, en fait. Tout a été hyper smooth. OK. Si on prend une personne qui est vraiment, perdue, Ouais. à ton avis, il faudrait combien de temps, pour que le processus, se mette en marche pour, commencer à voir un petit peu le bout du tunnel justement? Ah, c'est compliqué, tu vois, là, j'ai lancé la formation en janvier et là, la première, elle ouvre un coffee shop, en juin, la mi-juin, donc j'ai lancé en janvier, donc elle a mis 6 mois. Voilà, après, elle a vraiment ouvert, elle a fait les travaux, donc c'était un process qui était un peu long. OK. Elle était infirmière avant. Mais sinon, la plupart des gens, ils mettent du temps. Moi, j'ai mis, plus d'un an. En fait, c'est dur parce que c'est un process qu'on veut rapide, mais en fait, c'est long de se réinventer et des fois, on avance vite, des fois, on avance pas vite. Moi, je suis la première, j'adore avancer vite et pour là-dedans, j'ai été lente parce qu'en fait, il faut se donner du temps. Donc voilà, OK. la formation, elle est censée se faire en 2 mois et demi pour les plus rapides. Mais après, voilà, je dis toujours aux gens que, voilà, ils ont un accès à vie, que je serai toujours là et que des fois, bah, c'est pas le bon mood ou alors on a envie de couper, partir en vacances et ouais, je pense que les idées pour germer, il faut aussi qu'on soit dans un mood positif.
D'ailleurs, autre chose, j'ai oublié, mais mes coachés, je leur donne un objectif sportif en parallèle justement pour qu'ils soient dans une OK. dynamique positive et qu'ils se disent: «Ah trop bien, je suis capable de faire des choses» et ça marche bien. Donc voilà, vraiment il y a pas c'est il faut, c'est dur parce que c'est un truc où il faut accepter de ralentir et OK, ça peut pas aller, ça peut pas aller aussi vite qu'on le souhaite. OK. C'est quoi le rôle du sport justement pour toi? Tu nous as dit que tu l'avais intégré, donc c'est quoi le rôle du sport justement dans la découverte de soi? Pour moi, le sport, c'est quelque chose de gratifiant immédiatement, tu vois? Donc Ouais, alors que quand tu changes de vie, c'est pas gratifiant c'est immédiatement vrai. et c'est dur et le sport, bah, on a une récompense immédiate. Déjà, bah, on a les endorphines, qui sont relâchées, mais on a aussi une notion de progrès qui vient assez rapidement comme dans tous les sports, surtout le trail, c'est assez rapide et du coup, c'est voilà, on voit qu'on est capable, on voit qu'on progresse et on se dit: «Bah, si je progresse là-dedans, pourquoi pas progresser ailleurs?» et voilà, pour moi, OK, c'est ça le côté hyper intéressant du sport. Et OK. après, moi, j'ai un cerveau un petit peu bizarre, donc ça me fait du bien aussi, ça me canalise, parce que voilà, sinon j'arrive plus à réfléchir, en fait. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends par cerveau bizarre? Bah, j'ai été diagnostiquée HPI et TDAH et du OK, coup, ouais, ça vraiment, ça me canalise. OK. Selon toi, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on est, sur la bonne voie justement? Parce que parfois je pense qu'on peut avoir l'impression Ouais. d'avoir trouvé quelque chose qui nous va bien, puis après, ça va être, autre chose et après autre chose et au final on se trouve jamais. Comment est-ce qu'on sait que, Moi, je voilà, pense qu'on le qu'on est ressent vraiment vraiment. sur le Parce ouais? que, honnêtement, ma première idée, c'était, de faire du tourisme, pour les Chinois sur la Côte d'Azur parce qu'ils venaient d'ouvrir un vol direct, Pékin-Nice et je voulais, OK. créer un itinéraire un peu sportif, un peu atypique et plus j'avançais dans ce projet, plus je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas envie, quoi et comme quand j'étais ingénieure, tu vois, j'arrivais plus, je traînais, je remettais à plus tard, je me trouvais des excuses et alors que quand j'étais dans le bon truc, bah, ça s'est fait hyper naturellement, hyper facilement, même si forcément il y a des tâches qui sont un peu plus chiantes que d'autres, mais voilà, toujours, je les ai faites avec le plaisir et là, je te jure que j'adore bosser, quoi et quand je bosse pas un jour, je suis presque malheureuse parce que c'est vraiment un immense plaisir d'avancer sur mes différents projets. Je suis excitée de voir la suite, je suis contente d'avancer et voilà, je pense que quand on a trouvé le bon truc, on le ressent, en fait. OK. Comment les personnes que est-ce que tu accompagnes, c'est pas que des femmes que tu accompagnes, c'est pas C'est tout quand même à type de personnes? 90 des femmes. OK, d'accord. D'ailleurs, un autre détail que je voulais rajouter que peut-être les gens savent pas, parce que je me rends compte que mes coachés le savaient pas, mais voilà, tous ceux qui sont salariés, qui sont pas forcément heureux dans leur boulot, on peut avoir le chômage quand on est salarié et qu'on démissionne, en fait. Si on a un projet de reconversion, on est éligible au chômage et c'est vrai que la plupart des gens, ils pensent à la rupture conventionnelle, ils se disent: «Ouais, c'est pas possible parce que ma boîte, elle fait pas de rupture co». Bah, voilà, sachez, pour info que si vous avez 5 ans d'activité provo continue, en fait, vous pouvez déposer à Pôle emploi un projet de reconversion. Vous avez une conseillère qui vous aide à monter un dossier, vous n'êtes pas lâché tout seul et en plus, avec ChatGPT maintenant, on va remplir des dossiers, c'est comme hyper simple et attends, c'est vrai, c'est mon meilleur ami, l'IA, je te jure. C'est mon psy, c'est tout et voilà, donc voilà, tous les gens qui se sentent un petit peu coincés, regardez ça parce que c'est hyper intéressant et moi, j'en ai plein dans ma formation du coup qui ont lancé ce process qu'ils connaissaient pas et qui du coup vont bénéficier du chômage et c'est vrai qu'avoir 2 ans de chômage, pour créer cette entreprise, c'est cool parce que, ça laisse comme 2 ans pour se retourner et c'est 2 ans pour vivre une expérience, hors du commun et bah, après ça on peut ou pas revenir dans le salariat mais voilà, c'est pour moi une super opportunité de voir un petit peu autre chose et de se tester parce que des opportunités comme ça dans une vie, en fait, il y en a très peu. Des moments dans sa vie où justement on est au chômage et on peut se réinventer. C'est hyper rare, c'est hyper précieux et pour moi, il faut les saisir. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Si par rapport à l'IA, comment est-ce que tu l'utilises toi au quotidien, justement? Moi aussi je l'utilise pas mal, je serais curieuse de savoir toi, Ouais, comment, j'utilise bah, alors déjà pour ma formation, j'utilise, pour plein de choses, pour écrire des articles, pour me donner de l'inspiration pour Instagram, même si je veux, par exemple, écrire une vidéo sur un sujet que je sais pas trop quoi faire ou que je veux m'inspirer de je sais pas, je dis n'importe quoi. Imagine, un mec, un Américain qui a fait une vidéo YouTube, sur une technique de photo et j'ai envie de faire la même chose en France. Et ben, tu récupères le script de la vidéo, tu le donnes à l'IA, tu lui dis, «Récupère-moi les points les plus importants, traduis-les-moi en français, fais-moi un nouveau script» et du coup, tu as déjà ta base de travail. En fait, pour moi, l'IA, c'est ça me donne une base, ça me donne beaucoup d'inspiration et après je le refais à ma manière. Mais au moins, j'ai cette base sur laquelle je peux travailler et voilà. Je sais pas pourquoi tu t'en sers toi? bah, pour écrire, plus vite, ça peut être pour, Ouais. par exemple, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je travaille plutôt dans le copywriting, donc ça peut m'aider, par exemple, je sais pas
Je le nourris avec, des critères, par exemple, qui ressemblent à mon client idéal Ouais, et je discute avec lui. Donc, je vais lui dire: «Bah, voilà, que quand tu es face à cette situation, comment tu te sens? Comment tu réagirais?» Ça peut m'aider à trouver, des métaphores, par exemple. Je vais lui dire, «Est-ce que tu peux m'expliquer tel concept qui est un peu compliqué à comprendre, mais en utilisant, une métaphore pour que ce soit compréhensible pour un enfant de 5 ans», par exemple. ouais. Voilà, ce genre de choses. Tu nous as parlé de voyage plusieurs fois. Je serais curieuse de savoir comment est née cette passion-là, justement. Tu nous as parlé de voyage en Australie. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic ou c'est arrivé plus tard? Non, c'était un petit peu avant déjà quand j'étais ingénieure, dès que je pouvais, je OK. partais, j'essayais de prendre des congés sans solde, voilà, j'avais vraiment cette soif de découvrir, de voir et puis et après quand je suis partie, je me suis dit, j'ai pensé à l'Australie parce que c'était loin. Pour moi, c'était juste un break, tu vois? Je partais 6 mois, c'était un petit break et je me suis dit: «Bah, autant aller le plus loin possible parce que, j'aurais peut-être plus l'occasion» et il y avait du soleil aussi, donc je me suis dit: «Le soleil, ça va me faire du bien» parce que j'avais pas trop le moral et puis il y avait ce visa vacances-travail qui me permettait de faire des petits boulots et voilà, comme j'étais mal dans ma peau en tant qu'ingénieure, je me suis dit: «Bah, peut-être en faisant plein de boulots, en étant serveuse, bergère et cetera et ben, l'univers va m'envoyer un message et je vais savoir quoi faire». J'avais vraiment voilà, cette démarche de partir pour, me réinventer. J'avais la vraiment, j'étais persuadée que c'était qu'en étant loin, en créant une rupture dans mon quotidien que j'allais trouver une idée. OK, Et ce c'est qui était intéressant ce que compliqué, tu hein, viens de parce que partir loin quand tu es pas bien, en plus j'avais une rupture amoureuse avant, enfin il y avait rien qui allait dans ma vie et ben, tu as plus tes potes, tu peux plus appeler, en plus je vivais comme une pouilleuse dans ma voiture, enfin tu vois, j'ai renoncé à tout mon confort et c'est vrai que j'ai eu des moments hyper durs où je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Je me suis encore plus compliqué ma vie qui était déjà compliquée à l'époque. En plus arrivée en Australie, il m'arrivait que des emmerdes, mais vraiment que des emmerdes. J'étais le pire chat noir du monde et tous mes amis me disaient tout le temps: «Mais Isa, c'est pas ton année», enfin c'était improbable tout ce qui m'arrivait quoi. En 2 mois là-bas, j'ai tout eu quoi. J'ai marché sur un poisson qui a failli me tuer, je me suis fait voler toutes mes affaires dans ma voiture, j'ai dû me faire opérer des yeux en urgence par un gynéco, j'ai tanké ma voiture dans une rivière. Enfin, j'ai vraiment eu toutes les merdes qui pouvaient je me suis cassé la main, enfin, alors que je suis sortie en du judo, j'ai réussi à me OK. casser la main en faisant du stand-up paddle. Improbable et enfin bref ouais, je me suis accrochée et puis finalement ma énième emmerde, c'était le requin et ça a aussi un peu changé ma vie. Comme quoi, bah, c'est un peu comme le trail. On a des emmerdes, on s'accroche et puis, à la fin, on arrive et on est content, on a notre médaille. OK. Tu dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure que, tu dit, je sais plus exactement les mots que tu as employés, mais tu as dit: «Je vais y aller, on verra et l'univers me montrera la voie». Ouais. Heu, Est-ce que tu as souvent tendance justement à suivre, ton instinct? Est-ce que tu as ouais, un petit peu ce feeling-là de quand tu sens quelque chose, tu y vas et de toute façon, quoi qu'il se passe, ça aura un sens? Ouais, j'écoute beaucoup mon instinct. Je suis persuadée que l'instinct, finalement, il réalise des choses avant le cerveau, en fait et que voilà, inconsciemment, on réfléchit, beaucoup plus que consciemment et que du coup, l'instinct, c'est finalement ce 2e cerveau et qu'on sent les choses et il faut se faire confiance, quoi. OK. Du coup, à quel moment est-ce que tu es devenue influenceuse voyage? Est-ce que tu peux nous définir aussi un petit peu qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Parce que des fois, ça a pas forcément toujours un Ouais. sens, ouais, un peu enfin, ça peut avoir un sens un peu péjoratif. Toi, comment est-ce que tu le définis? C'est vraiment petit à petit, quoi. Bah, encore une fois, ça a commencé sur un coup de malchance. Je suis partie au Maroc faire du kitesurf et je me suis pété les ligaments croisés et là, mon OK. monde s'effondre. Je me dis: «Mince, qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Donc j'avais déjà monté Trail entre elles. J'avais créé un petit compte Instagram parce que je cherchais des sponsors en kite et à l'époque, j'avais plus un sou et je me disais: «Bah, grâce à ce compte Instagram, peut-être je trouverai une marque, qui va me financer» et du coup, bah, là, fini le kitesurf. Je savais que pendant un an, bah, c'était mort et je me suis retrouvée coincée en plus et je me suis dit: «Bah, tiens, ce compte de kite, finalement, je vais en faire un compte, voyage et puis, pour m'occuper, je vais créer un blog» et donc j'ai créé ce blog, j'ai commencé à mettre des articles, dessus, donc des articles sur le drone et un mois après, truc improbable, je me fais inviter à un salon, d'influenceurs du voyage où du coup il y avait des influenceurs et des acteurs du tourisme. Ils nous mettaient en contact et sur ce salon, bah, je rencontre la région Côte d'Azur et je leur dis, «Bah, moi je suis de Nancy et puis quand je suis arrivée ici, bah, je pensais trouver de la plage et des galets et puis en fait, il y a plein de trucs, il y a la montagne, et on peut faire du canyon, du VTT, il y a plein de champions du monde, qui sont ici, enfin c'est trop bien quoi». Et c'est dommage, on pourrait faire une vidéo là-dessus parce que, franchement, la France n'est pas au courant que cette région, elle est aussi dingue. Et ils m'ont dit: «OK, on te prend la vidéo». Et là, j'étais en mode: «Bah, je suis pas vidéaste». Tu vois? C'était juste, je donnais l'idée, quoi. Et j'ai dit: «OK, allez, je fais la vidéo».
et voilà, c'était mon premier client finalement en tant que, entre guillemets, «influenceuse voyage». Donc j'ai passé le permis drone en catastrophe. J'aurais pondu une vidéo, en 2 mois et en fait, ils ont adoré et voilà, ils l'ont même mis dans un méga centre commercial, c'est un écran géant, enfin, vraiment, ils ont adoré cette vidéo. Ils m'en ont recommandé plein après et puis tous les autres offices de tourisme et c'est ça finalement qui m'a lancée en tant qu'influenceuse voyage. Donc juste le boulot d'influenceuse voyage, heu, en gros, donc moi, mes clients, c'est des offices de tourisme ou des agences de voyage et je fais la promotion. Moi, c'est le sport, ma spécialité. Je fais la promotion du coup d'un territoire par le sport et donc je vends à la fois des photos, des vidéos, mais aussi, de la publicité ciblée. En gros, je diffuse mes statistiques, je dis qui sont mes abonnés, hommes, femmes, leur âge, leur domaine d'intérêt et du coup, avec ça, je peux monétiser aussi, mes posts, mes stories et cetera. OK, c'est intéressant et en général, c'est plutôt les offices de tourisme, les agences qui viennent vers toi? Ou est-ce que Oui. c'est plutôt toi qui ouais, OK. Non, c'est eux qui viennent vers moi et j'arrive même pas à tout prendre. Il y a plus de boulot qu'un humain peut prendre clairement. OK, c'est intéressant. Mais du coup, c'est ouais, c'était un moyen aussi de, bah, d'allier ta passion à la fois du voyage et du sport, Ah ouais, moi dans une en même, fait, ça m'a donné un peu un renouveau dans le sport parce que, tu vois, le trail, j'étais arrivée un peu à un palier. Je me dis: «OK, je suis capable de faire ça quand je m'entraîne beaucoup et maintenant je fais quoi?» parce que j'ai peut-être plus le temps de m'entraîner autant qu'avant parce que quand j'étais ingénieure, j'étais salariée, c'était facile. Là, je suis à mon compte, j'ai peut-être pas envie d'y passer autant de temps et du coup, j'ai eu un peu une perte de sens dans le trail et finalement avec cette casquette d'influenceuse voyage, bah, j'ai commencé à me faire même payer par des trails, tu vois, pour, courir les trails et faire des petites stories, montrer, l'intérieur de la course et ça m'a donné vraiment un nouveau sens et je me suis dit: «Putain, je vais être celle en fait qui ramène des images là où personne en a ramené» et je me suis vraiment amusée à trimballer mon drone dans des endroits improbables et à me créer finalement une image de marque et voilà, celle qui ramène, ouais, des images, un peu atypiques, dans des endroits un peu compliqués et ça m'a donné finalement un nouvel élan parce que c'était sportif mais différent. OK, c'est intéressant. Du coup, on en a un petit peu parlé, mais comment dans les années à venir, tu vois évoluer un petit peu toutes ces différentes, casquettes que tu as? Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as plus envie de te consacrer qu'un autre? Non, en fait, moi, je me souhaite de me réinventer sans cesse. Je trouve ça OK. génial, justement et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était, tu sais, quand je t'ai parlé de mon burn-out, bah, j'ai fait mon burn-out, je me Ouais. suis stoppée. Bah, je venais du coup, de me séparer, je venais d'acheter une maison qui, du coup, était à la vente et je me retrouvais dans un endroit, toute seule que je connaissais pas, un village avec dans cette maison, à rénover, que j'avais acheté avec mon ex que je devais vendre et là, tu vois, j'ai ralenti. J'ai dit: «OK, ralentis» et de ralentir, en fait, ça m'a créé plein d'opportunités. J'ai envoyé un petit message, sur Voisin Vigilant. Je dis: «Bah, est-ce qu'il y a pas un voisin qui fait du VTT?» et j'ai rencontré un voisin et qui s'appelait Mathias et je lui dis: «Mathias, tu fais quoi dans la vie?» Il me dit: «Bah, moi, j'aide, les créateurs de contenu à créer des formations». Je lui dis: «C'est pas vrai» et bah, c'est grâce à lui, du coup, que j'ai pu créer la méthode Pamplemousse parce qu'il m'a tout expliqué et tu vois, j'aurais pas ralenti, je serais restée la tête dans le guidon, hein, j'aurais jamais pu faire ça et voilà, je pense voilà, dans la vie, des fois, c'est bien de bosser à fond et des fois, c'est tellement intéressant de se poser. Bah, tu vois, par exemple, l'histoire des ligaments croisés qui m'a permis d'être influenceuse voyage. Je ne me serais pas pété le genou, mais j'aurais continué à être hyper énervée, cette qualité partout. Et j'aurais jamais pensé à développer. Tu vois, j'aurais jamais pris le temps de me poser, dire ok, fais autre chose, quoi. Et voilà. Donc, ralentir, c'est cool. Et du coup, je pense aussi à tous ceux qui sont blessés entre elles. Bah, finalement, se blesser, bah, des fois, c'est pas, je trouve, que c'est chiant, c'est sûr. Hein, personne n'a envie d'être blessé, mais c'est pas assez terrible parce que ça nous force finalement à nous concentrer un peu sur autre chose. Et enfin, je trouve que dans la vie, il nous arrive du bon, il nous arrive du pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de transformer le pas bon en bon. Tu vois, le requin qui m'a Ouais. attaqué, ça a changé OK. ma vie. Les ligaments croisés, ça a changé ma vie. Ma rupture à Tahiti, l'achat de la maison qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, bah, ça a changé ma vie aussi. Et finalement, toutes ces emmerdes qui nous arrivent, on peut toujours, les transformer en quelque chose de positif. Et voilà, je pense que c'est un peu la conclusion la plus importante, que je vais apporter, c'est voilà, dans la vie, il y a plein de trains qui passent, plein de choses qui arrivent. Il y a des trains qu'on attrape, des trains qu'on n'attrape pas. Il y a du positif, il y a du négatif, mais voilà, toutes ces choses, c'est on peut refaire, en fait, on en fait ce qu'on veut et c'est vraiment à nous de choisir comment on veut les prendre et ce qu'on veut voilà, comment on veut rebondir et comment on veut transformer ça. OK. C'est quelque chose que tu réalises en général après coup? Ou est-ce qu'avec le temps, tu as à chaque fois qu'il y a un événement qui se présente à toi, tu arrives à te dire, «Bah, OK, c'est là maintenant, je Ouais, fais avec» et immédiatement. Immédiatement, je me dis: «Ça ouais? OK. coûte, mais on va en tirer du positif». Toujours, ouais. Et ça a toujours été ou Ouais, c'est tu l'as développé? OK. non, je pense que ça a toujours été, ouais. Je me dis: «C'est ça craint, mais je suis sûre que tu vas rebondir encore plus haut» et j'en suis convaincue à chaque fois et ça a toujours été le cas.
Ah OK, bah, c'est très inspirant. Tu crois au hasard? Heu, ouais, bah, c'est en fait, j'ai une vie un peu bizarre parce que si tu demandes aux gens, ils arrivent pas à dire si j'ai beaucoup de chance ou beaucoup de pas de chance dans ma vie. Vraiment, tu vois, genre, je suis partie en Mauritanie l'an dernier, j'ai eu des asticots dans les yeux alors que ça arrive à personne. Enfin, il m'arrive toujours des trucs improbables, mais à chaque fois, ces trucs improbables, ils me propulsent, encore plus haut. Donc, je me dis pour moi, je suis chanceuse, mais pour la plupart de mes amis, je suis hyper malchanceuse. OK. Ouais, c'est intéressant, enfin ça me fait penser à un épisode que j'ai tourné là il y a quelques jours avec, Paul Fontaine. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui a la mucoviscidose, et qui est, ouais, qui a un discours sur la résilience qui est impressionnant et ça fait un peu écho justement avec tout ce que tu viens de dire et ouais, c'est super Ouais, c'est intéressant. vrai qu'on en croise souvent des gens qui limite remercient leur maladie. Je me dis: «Waouh, comment ils Ouais, font?» c'est Enfin ouais. moi je sais pas si, pour moi c'est encore le step au-dessus de moi, tu vois? J'admire ces gens, je sais pas si j'en serais capable, mais j'ai toujours trouvé ça incroyable. Juste avant de passer aux 3 questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un message que tu as envie de faire passer ou un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé aborder? Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, ouais, j'ai envie de dire que la conclusion de la vie, c'est comme le trail, il y a des coups durs et il y a des coups moins durs et voilà, on rebondit toujours et toujours ça passera. Il faut pas s'inquiéter, il faut croire en soi, il faut travailler sur soi et ça ira forcément mieux. Ouais, je te rejoins là-dessus. Du coup, pour conclure, il me reste, 3 petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Alors non, je suis pas très bonne en ça. Alors je lis aucun livre de développement personnel, ça me gonfle. Je lis beaucoup de science-fiction. OK, Donc je dirais qu'il y a un livre qui a marqué parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré mon copain, parce que j'ai rencontré sur Tinder et j'avais mis ce livre et c'est un livre de science-fiction, chinois qui s'appelle Le problème à 3 corps. C'est un livre complètement barré OK. que personne connaîtra. Mais voilà, ce livre complètement barré nous a rassemblés parce que personne ne le lit et voilà, quand on a vu qu'on partageait ça sur Tinder, on s'est dit: «Improbable». Ça parle de quoi? Rapidement. C'est en gros, une invasion, d'extraterrestres et ouais, je veux pas trop spoiler. OK, Mais ça marche. c'est un livre pour les fans de science-fiction, crédible. Tu vois? C'est pas de la science-fiction à la Ouais, Star Wars, OK. c'est vraiment tu te dis: «En fait, le jour où les aliens vont arriver, ça va se passer exactement comme dans ce livre» et c'en est flippant. OK, c'est intéressant, ça donne envie, du coup. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Waouh, tu me vois déjà morte et enterrée? Non, mais en principe, ça devrait arriver un jour. Ah Non, ouais. après, je parle pas forcément de laisser une trace, indélébile, tu Non, vois? bah, Sur des millénaires, ça peut être à plus ou moins grande échelle, après c'est à toi souvent les de gens ils voir parlent comment de tu mon prends la sourire, question. donc ouais, j'aimerais bien que mon sourire il reste. Ouais, c'est une belle réponse. Ouais, j'ai Hem toujours et été souriante et une fois, il y a quand j'étais gamine, je me rappellerai toujours, j'avais genre, 12 ans et il y a un homme âgé, je saurais pas dire son âge parce que quand on a 12 ans, tout le monde nous paraît vieux. Il m'a dit: «Tu seras belle plus tard parce que tu auras des rides de sourire» et cette phrase, elle m'a marquée, en fait et je me suis dit: «OK, il faut que je continue à sourire, c'est un super pouvoir, en fait». et 3e question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? De sport, attends, je réfléchis. Bah, attends, les asticots dans les yeux, pendant un trek en Mauritanie, c'est pas mal comme histoire, non? Ah bah, oui, vas-y, mais développe-nous un peu plus alors. Donc du coup, j'étais en Mauritanie, avec un groupe de femmes, de trail entre elles. On traversait le désert, en itinérance. Donc ça veut dire qu'on dormait en tente, on avait très peu d'eau, on avait une petite, théière tous les jours pour se laver et c'est marrant parce que ce voyage, quand je l'ai accepté, je me suis dit: «Ça va peut-être être chiant, c'est, 1 semaine de désert, ça va être tout pareil» et en fait, je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie parce que dans le désert, il se passe plein de choses, c'est le silence, c'est méditation plus, plus, plus et en fait, le groupe de femmes, il était hyper attachant et les paysages, ils avaient rien à voir tous les jours et en fait, le désert, il peut être hyper différent, enfin bref, je m'égare. Donc du coup, on marchait dans ce désert et au bout de 4 5 jours, je passe une nuit horrible, en fait. J'ai l'œil qui me gratte toute la nuit. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? J'ai trop mal», je me réveille le matin, l'œil, il est hyper gonflé, la nuit d'après, pareil, je pète un câble, je me mets toute nue dans le désert, je me renverse ma petite théière d'eau, ma précieuse théière d'eau pour me laver, et je sais plus quoi faire, quoi. J'ai trop mal, et le lendemain, je vois une des filles, je dis: «Franchement, tu peux pas regarder si j'ai pas un corps étranger sous la paupière?» parce que là, j'en peux plus, je dors plus
Et là, toute calme, elle me dit: «Écoute, Isabelle, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle». Je alors là, je suis inquiète. Je dis: «Vas-y». Elle me dit: «Écoute, la bonne nouvelle, c'est que, bah, je vois des trucs là, sous ta paupière, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça bouge». Et je dis: «Non, c'est quoi cette histoire?» Je dis: «Je te crois pas, c'est parce que c'est dans les muqueuses et tout», et bah, là, elle me trouve un coton-tige et tac, elle m'enlève un truc et effectivement, je vois que ça bouge et que c'est un asticot avec la petite tête noire là et le corps blanc, et je dis: «Mais comment c'est possible?» Donc je dis: «Bah, tu m'enlèves tout», donc elle m'en enlève une quinzaine comme ça, et voilà, et puis au final, c'est plus ou moins rentré dans l'ordre. C'était comme si ces asticots, la nuit, en fait, ils faisaient, la fiesta dans mon œil, et la journée, c'était tranquille, et voilà, ils me faisaient passer des nuits d'enfer, et une fois qu'on les a tous retirés, tout est un petit peu rentré dans l'ordre. J'ai quand même fait un petit appel sur Instagram, et truc improbable, j'ai un collier d'antibio qui est arrivé à moi en plein désert. Il y a une femme qui m'a dit, «Mon fils vous suit sur Instagram, et il m'a dit que vous seriez là. Tenez, voici un collier antibio pour votre œil», et voilà, je suis rentrée en France, j'étais à l'hôpital, et au final, on a tellement bien géré la chose sur place que j'ai pas eu de séquelles. Mais voilà, je pense que c'est une OK. petite galère, de sport un peu fun. Mais comment ils sont arrivés là? Ils se sont développés, dedans ou ils sont arrivés, Alors, ouais, alors ça, c'était ma grande question. J'avais très peur de je me dis: «Ça se trouve, je suis remplie d'asticots, ils sont sortis par mes yeux, c'est dégueulasse», et en fait, non, c'est juste une mouche, qui pond. Le médecin aux urgences, il m'a dit que ça arrivait des fois aussi, bah, aux bergères, tu vois, les gens qui habitent en pleine montagne, qui sont en contact des animaux, et voilà, la mouche, elle se pose sur l'œil, elle pond, c'est immédiat, et après les asticots se développent, mais voilà, il y a pas de danger parce que faut juste les retirer, voilà, c'est moi, j'avais peur que ça soit les asticots, tu sais, OK. qui sortent du corps, qui sont hyper filaires là, je sais pas si tu déjà vu Ouais. ces vidéos dégueulasses sur internet, j'avais trop peur de ça, et en fait non, c'était juste, les gentils asticots, voilà, qui sont venus faire la fête dans mon œil, et qui étaient en boîte chaque nuit, et jusqu'à ce qu'on les déloge. OK, bah, écoute, on va conclure là-dessus. Juste avant de te quitter, quels sont, les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce Ouais, que tu fais? ben, du coup, il y a le groupe Facebook Trail entre elles. Mon blog, c'est Isabelle Fabre, Fabre, donc partout sur internet, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, et enfin ma méthode de reconversion, c'est la méthode Pamplemousse. OK, ça marche. Bah, écoute, je mettrai les liens en description. Sur ce, bah, merci beaucoup Bah, pour merci à cette toi, interview. Elodie. Je te souhaite une très bonne journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.